Bonjour à tous, je suis vraiment très contente d'être là avec vous aujourd'hui. J'espère que vous allez trouver ce temps intéressant, agréable pour vous. C'est votre pause déjeuner, donc j'espère vraiment que ce sera un moment intéressant. Donc moi, je vous parle de la part de Mindler. Donc c'est un... C'est une application qui propose des services de psychologie en ligne. Donc, j'aurai le temps de vous expliquer un petit peu plus en détail au fur et à mesure de ma présentation. Donc, ce webinaire, il sera composé par différentes parties. Je vais d'abord vous introduire un petit peu notre thème d'aujourd'hui, faire une petite présentation. Et puis après, on aura du temps pour vous avec des questions et des réponses et un bonus à la toute fin. Alors, je vous parlais un petit peu donc de Mindler. Je vais vous le dire en quelques mots. Donc, c'est une application qui a été créée en Suède en 2018. Donc, ça a été vraiment créé par des professionnels de santé mentale, un médecin, deux psychologues, ce qui nous rend quand même la vie plus facile au quotidien auprès des patients, puisqu'on a vraiment un modèle qui est très inspiré d'une pratique clinique compétente et de haut niveau. Donc, Mindler est implanté en France depuis l'année dernière. Donc, on avait déjà une ancienneté même avant la pandémie. Donc, en Suède, en Hollande, au Royaume-Uni. Voilà, donc le modèle, il s'est élargi. Il est arrivé en France. On est ravis de ça. Ça nous a permis d'avoir avec nous 35 psychologues qui sont quand même tous salariés, auxquels on propose une formation continue, de la supervision. Voilà, donc on est aujourd'hui à plus de 800 000 patients qui ont été traités donc par Mindler avec 400 000 téléconsultations jusqu'à aujourd'hui. Donc on peut considérer comme le plus grand centre de santé mentale en ligne en Europe. Donc voilà, moi qui représente Mindler, donc je m'appelle Andrea Santos, je suis psychologue, je suis chef d'équipe Mindler. Et donc, aujourd'hui, je viens vous parler d'un thème que mes collègues connaissent bien. Donc, je représente un petit peu la grande équipe que nous sommes. Donc, j'ai quelques photos de mes collègues qui sont présentées là. Donc, je parle vraiment pour toutes ces personnes qui font un excellent travail avec nous. Donc, voilà, on arrive au thème d'aujourd'hui. Donc, on va aborder une question qui est quand même très présente actuellement, pour laquelle on est souvent sollicité, et donc c'est la question de la charge mentale. Ce que je vais vous présenter, donc c'est un modèle, je vais vous donner aussi quelques réponses, et puis l'idée c'est qu'on puisse ouvrir en fin de présentation à vos propres questions, vos propres exemples, les choses qui vous sembleraient aussi pertinentes d'aborder dans ce contexte et autour de ce thème sur la charge mentale. Alors, la charge mentale, je vais d'abord essayer de définir ce que ça veut dire, en fait, de quoi on parle quand on parle de charge mentale. Alors là, vous avez sur votre droite l'illustration d'un cerveau. Et donc, ce que je voulais vous transmettre par cette image, c'est l'idée qu'on a tous des capacités et des ressources, évidemment. Donc, notre cerveau, il est vraiment préparé pour répondre à toute une série de choses que nous avons à faire. Donc de là, cette idée il y a une charge qui est constante. Même quand on rêve, il y a de l'information qui est traitée. Donc le cerveau, il a vraiment cette possibilité, et donc ses capacités et ses ressources. C'est des choses que l'on peut mobiliser, et c'est aussi des choses pour lesquelles on ne doit pas faire un effort. Donc, c'est un traitement de l'information qui est normal, qui est naturel et qui est prévu dès notre naissance. Donc, le but vraiment de cette organisation, on va dire, la nature, elle a voulu, qui est vraiment un organe qui nous permet
de traiter donc l'information avec cette intention de nous permettre d'atteindre nos objectifs. Donc, au fur et à mesure, dès notre réveil jusqu'à ce qu'on s'endorme, on va avoir certains thèmes en tête, on va avoir des objectifs. Alors, ça peut être des objectifs qui se présentent à nous dans les médias, on peut avoir des objectifs à court terme, moyen terme, long terme, voilà. Et le cerveau, il va être capable de donner la priorité à certaines informations, trier un petit peu, faire une hiérarchie de ce qui est le plus important pour nous, de ce qu'il y a à faire en premier, et tout dans tous ces aspects pour mieux réussir justement nos objectifs. C'est pour nous permettre d'aller de A à Z jusqu'au bout de notre intention et de le transformer évidemment en action. Donc c'est naturel qu'il y ait vraiment une certaine quantité d'informations qui est disponible en mémoire, qui est active pour qu'on puisse vraiment mobiliser ce qu'il faut en fonction de ce qu'on souhaite faire de nos journées. Alors, il y a aussi un aspect qui est très pertinent, très intéressant en ce qui concerne la charge mentale, c'est qu'elle a vraiment elle a vraiment une fonction très importante. Donc, cette charge, elle est là, présente dans le cerveau. Donc, le cerveau, il va avoir une charge qui va lui permettre de faire face aux exigences. Donc, il y a vraiment cette notion d'adaptation aux exigences de chacun, d'adaptation aux exigences de chaque journée, de chaque période en particulier. Et on avance comme ça, normalement, tranquillement, face à ce qu'on a à faire, est-ce qu'on est capable de faire et l'action que notre cerveau il va nous permettre d'avoir. Donc, pour faire face à ces exigences, on a quand même un cerveau qui est organisé, bien organisé. Donc là, vous avez une illustration. Alors, toutes les petites fonctions, donc c'est le détail de chacune des fonctions du cerveau. C'est d'une grande complexité. Donc, on a vraiment la chance d'avoir une machine qui est évoluée, qui permet de répondre à beaucoup de choses. Donc là, j'ai des exemples, la planification, la gestion de notre action, la perception de notre entourage, tout ce qui est notre influence, tous les aspects verbaux du traitement de l'information. Donc toutes ces choses-là, elles sont en action, on va dire. Elles représentent notre charge et ça, c'est vraiment pour que notre quotidien se passe au mieux et de manière la plus efficace possible. Alors, si on aborde aujourd'hui et si c'est abordé par une psychologue, c'est bien qu'il y a des fois où cet équilibre, on va dire, il est un petit peu altéré et donc on peut avoir dans la charge mentale, comme dans d'autres aspects, aussi des niveaux. Et alors, on va avoir des niveaux qui sont des niveaux très agréables, on va avoir des niveaux qui sont tolérables, on peut avoir aussi des niveaux qui commencent à être un petit peu excessifs. Et donc, quand on parle de charge mentale, et notamment dans le domaine du travail, ou quand on commence à parler de charge mentale, c'est qu'on est déjà sur des niveaux où on atteint un petit peu la capacité de gestion, d'équilibre naturel et qu'on commence à avoir un petit peu cette idée de j'ai une trop grande charge par rapport à ma capacité, par rapport à ce que je peux tenir ou par rapport à ce que j'aimerais pouvoir être capable de réaliser. Donc, vraiment, il y a cette idée de, on n'est pas sur, la charge mentale n'est pas un problème en soi tant qu'on ne dépasse pas un niveau qui est un niveau qu'on pourrait considérer comme tolérable, adapté de charge pour qu'on puisse maintenir notre efficacité. Donc, à ce moment-là, on va dire que la charge mentale, elle devient un problème. Alors, dire qu'il y a un problème, il faut
quand même qu'on puisse identifier quelles sont les choses qui dénoncent justement ce problème et voir un petit peu d'où il vient. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais aborder avec vous. Donc, le problème de la surcharge, donc là on n'est plus du tout sur la charge mais sur la surcharge mentale, c'est que on a un seul cerveau, donc ça paraît une évidence, mais on va avoir un cerveau pour produire, répondre, s'adapter, se réjouir, se motiver, se mobiliser. Et puis, c'est exactement ce même cerveau qui peut être par moments accaparé par des préoccupations, de l'incertitude, des craintes, voilà, des choses. Donc, ça reste un seul outil, donc une seule machine, notre cerveau, qui est sollicité pour des choses différentes. Sachant que ces choses négatives, donc notamment nos préoccupations, les choses qu'on n'arrive pas à faire et qui ont de l'importance, toute cette science pour nous, elle a tendance à prendre de la place dans notre cerveau de manière très rapide et très automatique. Et quand je dis automatique, je dis bien au-delà de notre capacité de contrôle. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on arrive à contrôlé par un bouton on et off sur lequel on appuierait. Voilà, maintenant je vais au travail, j'arrête de me préoccuper avec ce qui se passe à la maison, ou maintenant je rentre à la maison et j'arrête de me préoccuper avec ce qui se passe dans mon travail. Donc notre cerveau n'est pas équipé pour faire ce type de dissociation, ce type de sélection. Et donc souvent, on a des choses, donc cette charge mentale qui se cumule alors que on est en train de faire appel et de solliciter exactement les mêmes ressources, donc ça se passe dans le même cerveau. Alors, comment est-ce que notre cerveau il va justement exprimer cette surcharge? Comment on va savoir que il y a un peu trop, que les niveaux de tolérance ils ont été dépassés et que on commence à être en difficulté. Donc là, je vous présente un petit peu les signes qui vont nous alerter sur cette idée de la charge mentale, c'est très bien, mais peut-être qu'on est un petit peu plus dans un cadre de surcharge. Donc, un des symptômes les plus fréquents et qui est très très présent dans le monde du travail, c'est vraiment la fatigue. C'est un petit peu l'idée de je me réveille le matin, je me sens pas si reposée que ça. Je vais me coucher le soir, j'ai un peu de mal à me reposer encore une fois. Quand j'essaie de mobiliser mes ressources, elles répondent moins bien. Donc, je me sens fatiguée. Alors, on peut par moment avoir l'impression que on peut avoir un ressenti de fatigue physique, mais cette fatigue, elle est essentiellement mentale, psychologique. Donc, on peut très bien partir en vacances et revenir avec cette fatigue. On peut très bien passer un très bon week-end et ne pas être capable de récupérer. Ce qui montre qu'il y a des choses qui continuent de tourner malgré nos efforts pour s'en débarrasser, pour les faire partir et pour récupérer un petit peu de cette place dont on a besoin pour se sentir bien, pour être proche et disponible pour les autres, pour être vraiment dans une capacité de s'impliquer dans les choses qui nous font plaisir, ressentir exactement ce plaisir aussi. Voilà, donc la fatigue arrive vraiment en tête de liste et c'est une des plus grandes causes de difficultés qui peut même prendre des proportions un petit peu plus chroniques et qui affectent beaucoup les personnes dans le monde professionnel.
Après, on peut avoir aussi donc, des difficultés de concentration. Alors, on sait qu'il y a des tâches en fonction des missions de chacun. Il y a des tâches qui demandent plus de concentration. Mais après, on peut être aussi sur de la concentration sur qu'est-ce que, euh, par exemple, si on doit lire quelque chose, on a un petit peu de mal à arriver jusqu'au bout de notre lecture, on est obligé de revenir en arrière. On peut aussi avoir du mal à se concentrer sur la tâche, donc être devant la tâche et perdre un petit peu le fil. Avoir beaucoup de mal, par exemple, à écouter les autres aller jusqu'au bout, une réunion, une présentation, un simple échange avec des collègues, des clients, etc. Donc vraiment, ces difficultés de concentration, elles montrent aussi que le cerveau, il est mobilisé sur quelque chose et qu'il est en difficulté pour orienter justement les ressources sur quelque chose qui demande un peu plus de temps et de concentration. Voilà. Après, dans les signes d'alerte, on peut avoir aussi, donc là, cette impression d'agitation interne. Donc, on peut être calme, allongé sur notre canapé et avoir l'impression que ça continue de tourner à l'intérieur de nous. Se reposer, se doucher, prendre le vélo et avoir toujours cette impression une sorte de pression interne, d'agitation et une grande difficulté à se détendre, à profiter pleinement et à être sur l'instant présent de façon paisible et agréable. Il y a dans des formes, alors on peut avoir tous ces signes ou quelques-uns, hein, donc c'est quand même important de le noter. Dans cette liste, il y a aussi le découragement, donc quand on commence un petit peu à sentir que la tâche elle est lourde. Donc on voit bien les épaules, ça nous pèse un petit peu sur les épaules. On perd un petit peu espoir d'arriver à tout faire, d'arriver à bien faire. On perd aussi un petit peu l'espoir d'avoir une vie qui serait plus agréable. Donc vraiment, on commence à rentrer dans une dynamique un petit peu plus négative avec de la tristesse, de l'irritabilité aussi. Donc selon les profils de personnalité, on peut avoir des personnes qui vont perdre de leur élan ou des personnes qui vont être très réactives à ce qui se passe à l'extérieur, comme s'il n'y avait plus d'équilibre interne qui était possible. Et donc, ce qui se manifestait était des choses qui vont, alors souvent, au-delà de notre intention, de crier sur les autres, de perdre patience, de s'énerver, voilà, de se disputer. Donc, toutes ces choses autour d'une humeur très irritable ou triste. Donc voilà, j'ai l'exemple aussi de la tristesse. Donc j'ai une image, je commence à avoir une image un petit peu plus négative de moi. Je suis nulle, j'arrive pas bien. Une image un petit peu négative des autres, personne ne m'aide, et aussi une image négative de l'avenir, je vais pas y arriver, je vois pas du tout comment je peux m'en sortir, je vois pas du tout de solution à cet état dans lequel je me retrouve. Puis il y a une perte de plaisir, et quand je dis perte de plaisir, ça peut être dans l'interaction avec les autres, dans les activités, dans tous les thèmes finalement qui nous tenaient ou qui nous tiennent d'habitude à cœur, qu'on commence petit à petit à délaisser parce que on n'a plus trop l'énergie et on n'a plus trop l'élan pour aller rechercher ce plaisir. Donc là, je vous ai donné pas du tout une liste qui est exhaustive. Vraiment, cette surcharge mentale, elle peut se présenter de façon très différente, d'une personne à une autre, d'une phase de la vie à une autre, d'un contexte professionnel, familial, personnel à un autre. Donc voilà, il y a cette multitude de présentations. Par contre, on arrive sur une chose qui est sûre, c'est qu'il y a un équilibre. Donc cet équilibre dont je vous parlais au départ, d'avoir un système qui nous permet de répondre à nos besoins, d'aller vers nos objectifs, qui est
loin, donc qui a un peu perdu cet équilibre. Et donc, c'est un équilibre qu'on a intérêt à retrouver au plus vite pour éviter justement toutes les conséquences de ces aspects qu'on vient d'aborder, les conséquences de l'irritabilité, la conséquence d'avoir une humeur triste, une image négative de soi, d'avoir une fatigue qui se prolonge. Donc, le plus on laisse s'installer justement cette difficulté, le plus l'équilibre, il est ensuite difficile à retrouver. Donc, là, ce que je vais vous proposer, c'est quelques pistes pour justement retrouver cet équilibre. Donc, on voit bien qu'un équilibre est composé, un équilibre donc est composé de différents équilibres dans différents domaines. Donc, il y a plusieurs aspects sur lesquels on peut intervenir et sur lesquels on peut retrouver en effet une amélioration et un changement réel. Voilà, alors j'avance dans ma présentation pour essayer de voir, donc, voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire dans le cas de surcharge et qu'est-ce qu'on peut faire pour retrouver justement une charge mentale qui est plus adaptée à notre équilibre un petit peu global. Alors, donc notre objectif va être vraiment de retrouver donc un équilibre avec quelque chose qui nous est très naturel, donc un fonctionnement naturel qui nous permet de faire face aux différentes exigences. Donc là, vous voyez, j'ai deux exemples qui parlent souvent. D'ailleurs, il y a l'exemple donc de la charge mentale chez les femmes. Donc ça a été le premier à être mis en avant, à inquiéter beaucoup de personnes. Donc, avec donc cette prise de conscience de la difficulté que les femmes elles rencontraient pour arriver à réaliser l'ensemble de tâches qu'elles avaient à réaliser et de réussir à être présentes, impliquées dans chacun des différents domaines dans lesquels elles étaient très sollicitées. Après, donc ça a été vraiment le point de départ de l'inquiétude autour de la charge mentale. Et maintenant, on est tous d'accord, donc professionnels, scientifiques et la population en général, que la charge mentale n'est absolument pas un thème féminin, c'est un thème qui concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde indépendamment du contexte dans lequel la personne travaille, indépendamment du contexte dans lequel la personne elle vit. Donc vraiment, pour retrouver cet équilibre, c'est important que chacun, donc la personne, chacun d'entre nous, ou la personne qui se sent vraiment fatiguée avec cette surcharge, elle puisse identifier d'où elle part. Voilà, quel est son quotidien, en quoi son cerveau est sollicité et d'où vient cette perte d'équilibre. Donc, au départ, ce qu'on fait, c'est absolument un constat de toutes les choses qu'on a à faire, toutes les choses pour lesquelles on sollicite nos ressources et tous les domaines dans lesquels nos ressources, elles sont mobilisées déjà. Donc, l'idée, donc ça c'est une chose qu'on travaille beaucoup en psychologie, c'est vraiment l'idée d'être un expert de sa propre vie. Donc, une fois qu'on a constaté qu'il y avait un problème, dans ce cas la surcharge mentale, on va observer dans quel domaine ce problème il s'exprime et on va commencer vraiment à essayer de faire des hypothèses sur qu'est-ce qui me met en difficulté, comment je suis arrivée là, quelles sont les choses vraiment qui sont en train de déclencher mon problème, maintenir mon problème et m'empêcher de trouver un meilleur équilibre. Donc, c'est vraiment, alors quand on dit prendre du temps, ça paraît toujours très compliqué, surtout de nos jours avec
des emplois du temps qui sont très importants, des charges professionnelles, personnelles aussi très importantes. Et quand on parle d'observer et de vraiment être attentif, c'est des choses qui se font en quelques millisecondes. Et c'est vraiment une prise de conscience de dans quoi je suis exactement et quelles sont les choses qui sont bonnes pour moi, équilibrantes, et quelles sont les choses, au contraire, qui me mettent en difficulté et qui font que je me retrouve dans certaines situations en difficulté. Voilà. Donc là, dans cette position d'expert, donc on va prendre un peu de hauteur, on va prendre un petit peu de recul pour mieux observer ce qui se passe dans nos vies. Et une des choses qui fonctionne très bien, donc c'est vraiment d'essayer de créer un petit peu des catégories de choses, comment je me sens avec moi-même, comment je me sens avec les autres, comment je me sens dans mon travail, comment je me sens dans mon corps, comment je me sens par rapport à mes objectifs d'il y a quelques années, par rapport à mes objectifs de dans quelques années. Donc vraiment de créer des catégories de choses d'importance et de voir un petit peu quelles sont ces choses qui peuvent être en train de prendre plus de place dans notre esprit, moins de place dans notre esprit, les choses qui ont une place qui est positive et les choses qui ont une place qui est peut-être plus préoccupante, source d'anxiété et de stress. Alors, quand on fait cet exercice, on va se rendre compte qu'il y a des choses qui sont dans notre vie très stables. Il y a des choses qui sont un petit peu variables et donc un petit peu, il y a aussi des choses qui sont plus passagères. Alors, dans les choses stables, on va avoir par exemple notre tempérament, notre façon de traiter l'information, notre style vraiment de base. Donc là-dedans, on va se rendre compte qu'il y a des personnes qui sont plus introverties, d'autres personnes qui sont plus extraverties. Il y a des personnes qui sont plus dans la communication, des personnes qui sont plus réservées, des personnes qui préfèrent les petits comités, des personnes qui ont beaucoup besoin des autres. Donc, c'est intéressant pour nous, en tant qu'experts de nos propres vies, d'aller voir quel type de personnes nous sommes. Alors, où sont nos zones stables, vraiment des points forts, dans le sens fort, c'est pas que des choses qu'on apprécie le plus en nous, mais les choses qui sont les plus robustes depuis que nous sommes tout petits et qui nous accompagnent. Et donc ça, c'est des choses avec lesquelles on va apprendre à vivre, apprécier d'avoir. Donc c'est des choses qui sont là et qui vont rester. Donc c'est pas on va pouvoir avoir une bonne identification de ces choses-là, mais c'est pas sur ces choses-là qu'on va s'attaquer au niveau de notre envie de changement. Après, il y a dans notre vie des choses qui sont plus variables. Donc, on a des conditions de vie qui sont variables. On a euh, euh, des périodes plus faciles, des périodes plus difficiles. On a aussi vraiment des stades un petit peu de notre vie. On va avoir toute une série de facteurs sur lesquels on sait qu'on va pouvoir avoir un petit peu plus de contrôle et c'est exactement sur ces aspects qu'on va jouer pour retrouver un meilleur équilibre. Donc, c'est très important à ce stade déjà de les identifier et de pouvoir dire, voilà, là j'ai des choses que je vais pouvoir faire varier dans le sens de mon équilibre. Et puis on peut aussi reconnaître, donc là il y a toute une partie d'acceptation, qu'il y a des choses qui sont là, qui sont passagères, contre lesquelles on ne peut rien et qu'il y a vraiment un caractère passager par rapport à ça. Donc, on a un grand exemple par rapport à la pandémie. Donc, ça a duré, mais on avait quand même cette conviction que il nous fallait le temps d'identifier le virus, de trouver des solutions et qu'après, on allait passer à d'autres choses, des choses très différentes, alors que nous, on est resté fondamentalement et heureusement
les mêmes, avec des choses, alors je profite de cet exemple pour aller plus loin, plus variables. Là, par exemple, travailler plus à la maison, travailler plus à l'extérieur, être plus en famille, être plus isolé. Donc ça, des choses qui étaient autour des conditions de cette époque-là. Voilà, après, je peux répondre à toutes vos questions s'il y a des aspects qui vous paraissent moins clairs que d'autres. Donc, dans cet équilibre à trouver, je vous ai dit, il y a les grandes lignes de notre fonctionnement. Donc, sur ces grandes lignes, si on est grand, si on est petit, si on est sociable, si on est un petit peu plus réservé, si on est timide ou si on est très bavard, voilà, ça, c'est les grandes lignes de notre fonctionnement. Et par rapport à ces grandes lignes, ce qu'on va faire avant tout, c'est de l'acceptation, c'est d'être content de ce qu'on est, de ce que... et de trouver quelles sont les conditions qui nous vont le mieux par rapport à vraiment ces grandes lignes de notre fonctionnement le plus naturel, le plus spontané et qui nous est aussi le plus agréable et le plus simple au départ. Après, donc, ces aspects qui sont plus variables, sur lesquels on va pouvoir avoir une action très directe, très rapide. Donc là, j'ai quelques exemples on a quand même un corps qui est fait pour avoir du mouvement. Si on a un quotidien qui est très sédentaire, on va avoir un petit peu plus de mal à équilibrer un petit peu ces deux aspects, donc notre corps, notre esprit, nos émotions. Donc elles ont vraiment toute une base biologique aussi. Et donc cette biologie, on peut la respecter. On peut avoir des périodes où on l'oublie un petit peu. On est tous passés par là. Donc c'est des choses sur lesquelles on peut prendre conscience et on peut vraiment intervenir. J'ai d'autres exemples, le temps qu'on passe devant, le temps qu'on dédie à chaque chose, on peut avoir, alors il y a le temps passé devant des écrans qui est très pointé du doigt actuellement, il y a le temps passé dans la nature, donc les occasions d'être un petit peu plus dans quelque chose du naturel et de moins stimulant. Donc, toutes nos pratiques pour se sentir en équilibre de respiration, de méditation, etc. Le temps qu'on passe avec nos amis ou avec des gens qui nous font du bien ou avec nous-mêmes, ça nous fait aussi du bien. Donc ça, c'est tous des aspects sur lesquels, une fois qu'on a bien observé, on peut en effet apporter des fois des micro-changements qui font déjà bien la différence. Donc après, il y a aussi des passages difficiles et ça, c'est des choses qu'on ne contrôle pas. Donc on peut avoir par exemple des moments de deuil, des moments de douleur, de maladie, donc où ça se déséquilibre malgré nous. Et donc ce qui nous permet de tenir bon dans ces moments-là, c'est de revenir vraiment à nos valeurs. Donc on a quand même des valeurs qui vont au-delà d'une vie qui se passe comme dans le meilleur des mondes. On a des valeurs qui sont aussi là pour nous aider à traverser des périodes difficiles, à nous donner du sens, qui sont là pour donner aussi du sens à notre vie. Et donc, dans ces moments, évidemment, l'équilibre, il est plus difficile à retrouver. Et c'est aussi des choses à prendre en compte pour qu'on n'aille pas non plus au-delà de nos possibilités et au-delà de ce qu'on est capable en tant qu'être humain. Il y a des choses qui nous demandent un petit peu de temps. Il faut respecter justement les rythmes de ces passages un petit peu plus difficiles. Alors, j'avance un petit peu sur des choses qui peuvent nous mettre en situation de vulnérabilité par rapport, donc je reviens bien à cette idée de surcharge mentale. Donc, il y a une surcharge qui peut être présente parce qu'on fait beaucoup de choses. Il y a aussi une surcharge qui peut arriver. Donc, on a une charge au quotidien qui est normale, mais qui arrive dans un contexte où il y a déjà des difficultés derrière qui ne nous permettent pas d'avoir l'esprit aussi libre, aussi léger que ce qu'on souhaiterait. Et donc, dans les facteurs de vulnérabilité, on a clairement les conflits, les tensions, les difficultés relationnelles,
On peut avoir aussi toutes les difficultés financières, le fait d'avoir des enfants à notre responsabilité. Ça vient aussi nous préoccuper davantage. On n'est plus seul dans le monde. Il y a aussi des choses qui sont présentes dans notre esprit et qui vont faire en sorte que toute nouvelle information, toute nouvelle exigence peut devenir une surcharge rapidement. Alors, dans les facteurs de vulnérabilité qui ont été identifiés, on a aussi bien présent donc la solitude, l'isolement, donc cette difficulté ou cette impossibilité de rentrer en fin de journée, d'avoir quelqu'un avec qui échanger, d'avoir un autre point de vue, peut-être des points de vue qui nous permettent de libérer certaines tensions, avoir un peu d'espoir, voir des choses d'une façon différente. C'est toujours intéressant à croiser avec notre point de vue, qui peut être des fois un point de vue d'une personne qui est dans une impasse, que ce soit avec un responsable au travail, avec un collègue, avec un projet. Voilà, donc ça, c'est toutes des choses qui peuvent passer de manière plus ou moins rapide si on est entouré, et si il y a cette dynamique, cet échange autour de nous, et qui peut être plus difficile quand on se retrouve un petit peu plus isolé. Et on a eu vraiment l'exemple de cette pandémie qui est venue nous démontrer de manière très très claire vraiment cet impact. Il y a aussi dans les facteurs de vulnérabilité dont je vous parlais, notre bien-être physique. Si on est en bonne santé, c'est évidemment plus simple que si on a des difficultés de santé. Dans ce cas, alors autant les difficultés de santé, on va les confier à la médecine et on va compter sur leur aide. On peut, dans ce contexte, avoir un équilibre psychologique qui est plus ou moins protecteur, ou quand on le perd, un facteur vraiment de vulnérabilité. Donc, j'ai déjà un petit peu introduit cette idée de à chacun son équilibre. Donc, cette idée qu'on n'a pas tous justement le même équilibre. Ça peut varier de manière intra-individuelle. Ça veut dire que pour une même personne, en fonction de la situation, en fonction du jour, en fonction de son humeur, et ben, elle va pas avoir le même équilibre. Donc, ce ne sera pas quelque chose de constant. On a aussi un équilibre qui est variable d'une personne à une autre. Voilà, il y a des personnes qui arrivent à gérer des grandes quantités d'informations. Il y a des personnes qui arrivent qui ont besoin d'un plus grand niveau de contrôle pour se sentir rassurées, en sécurité, efficace. Donc ça va vraiment varier. C'est bon de l'avoir en tête pour qu'on n'ait pas l'impression que l'herbe elle est vraiment plus verte chez les voisins. C'est rarement le cas. Donc à chacun sa complexité, et à chacun aussi cette belle mission de observer ce qui se passe dans nos vies et d'essayer de retrouver quelque chose qui est retrouvable, qu'on peut vraiment trouver en s'y penchant. Donc voilà, c'est ce qui m'amène donc à cette dernière partie de ma présentation. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se libérer d'une charge mentale qui serait trop importante, trop pénible et une source de difficulté pour nous? Donc, je vais vous donner d'abord toute une série de choses qu'on peut faire par soi-même. Donc, identifier, voilà, trouver un petit peu cette goutte dans notre océan. Quelle est la petite goutte qui est en train de faire déborder le vase? Qu'est-ce qui est en train de se passer pour nous? Et en quoi on pourrait éventuellement trouver des solutions, trouver des alternatives, trouver vraiment des petits changements qui pourraient nous faire la différence. Donc, une fois qu'on a bien observé, on va aller définir, voilà, où est-ce qu'on va placer nos frontières, donc où est-ce qu'on va placer nos limites. Donc, on va avoir toujours cet équilibre à trouver entre, donc, dans la définition, donc
de ce qui serait pour nous le plus intéressant à obtenir, on va le croiser avec un principe de réalité, donc, et dire, voilà, jusque-là, je peux y aller, je vais y aller, donc ça veut dire que j'ai encore un petit peu de marge, et puis il y a tout un secteur que je laisserai pour un second temps, pour une deuxième étape. Voilà, donc cette idée de vraiment bien définir les choses pour soi. Donc, on va rentrer dans une démarche de je m'accorde le droit, ne serait-ce que de altérer peut-être l'ordre de l'ordre de mes priorités, m'accorder le droit d'éventuellement penser, rentrer un petit peu plus à l'intérieur de moi, regarder un petit peu plus ce qui me va bien, ce qui me rend plus productive, ce qui me rend plus agréable, ce qui me rend plus proche de la personne qui me fait plaisir d'être, et s'accorder le droit d'aller dans cette direction, et en même temps se libérer de choses qui tirent vers un côté qui est moins confortable, qui est plus douloureux et qui est moins à la hauteur de l'image qu'on a ou qu'on aimerait avoir de nous. Donc, on va dans cette direction donc agir, vraiment dans cette idée de je suis capable de créer certains changements dans ma vie et je vais œuvrer dans le sens de cet objectif, vraiment dans cette idée de je vais obtenir les changements que je souhaite. Donc c'est une mobilisation, donc c'est être en autonomie pour mobiliser vraiment nos ressources très naturelles à l'intérieur de nous pour aller vraiment, quand je dis aller dans le sens de l'action, vers des choses qui comptent pour nous. Donc, il y a différentes façons d'y arriver. Il y a des personnes qui vont aller de manière très linéaire. Il y a des personnes qui ont besoin de passer par certains ajustements. Donc, c'est absolument, ce type de parcours, il est absolument libre. Et souvent, la psychologie, elle intervient quand l'arrivée de A à B, elle commence à être un petit peu difficile. Et donc, l'idée vraiment de la psychologie, c'est que ce trajet, il soit le plus efficace possible. Donc, c'est vraiment de gagner un peu de temps, gagner un peu d'énergie par l'expérience qu'on a avec d'autres personnes qu'on a déjà aidées, qu'on a appris par rapport à notre formation. Donc, toute une série de stratégies qui peuvent éventuellement faciliter ce chemin une fois que la personne elle a l'impression que ce chemin par soi-même est difficile, confus, long. Voilà, il y a toute une série de bonnes raisons pour le faire. Donc là, j'introduis un petit peu cette idée de comment on travaille alors dans une relation qui est absolument avant tout une relation d'empathie. Donc on est vraiment dans une démarche d'aide entre deux experts. Donc les deux experts, c'est un expert en psychologie. Donc là, je me pointe moi parce que j'ai pas toutes mes collègues, mais ça pourrait être n'importe n'importe quel de mes collègues. Donc, on est vraiment, quand je dis deux experts, c'est un psychologue et vous, en tant qu'expert de votre propre réalité, de votre propre difficulté, de tout ce que vous avez déjà mis en place, de tout ce qui a été obtenu et de tout ce qui reste à faire et pour lequel vous sollicitez donc l'intervention de ce deuxième expert qui s'installe alors de manière figurée autour de la table avec vous et qui regarde un peu les choses, qui accepte. Donc, on rentre dans une relation de collaboration qui est basée avant tout sur la confiance, l'anonymat, le respect des objectifs, le respect du fonctionnement, un peu le respect de tout ce qui concerne la personne. Et donc, la particularité de cette approche et de cette relation, c'est qu'elle est vraiment orientée vers la recherche de solutions. Donc, elle est orientée vers un changement qui serait important pour la personne. Donc, le voilà, ce changement. On va voir ce qui est à modifier, ce qui est à maintenir, ce qui est vraiment, quels sont les facteurs de protection, quels sont les facteurs de maintien des difficultés. Cela, on va essayer de les altérer. Donc, on va vraiment rentrer dans une démarche
d'action avec un objectif spécifique. Et cet objectif est vraiment atteindre, arriver à un changement qui serait le plus pertinent, le plus agréable pour la personne. Voilà, donc tout ça, ça se passe dans un temps. Donc on n'est plus du tout dans les modèles anciens de la psychologie qui étaient très longs, très imprévisibles. On est sur des choses qui sont concrètes. Donc vraiment sur cette idée de je monte des niveaux, j'atteins certains objectifs par rapport à moi-même de manière la plus efficace possible et vraiment avec cette préoccupation de rester fidèle à ce qui compte pour nous, mettre en place des stratégies et alors aller voir quels ont été les résultats obtenus, est-ce que oui ou non on a atteint ces objectifs et est-ce que on a encore envie d'avancer? Est-ce que ça nous convient déjà? Donc tout ça, c'est bien vu dès le départ et bien délimité dans le temps pour vraiment gagner en efficacité. Donc les résultats, ce qu'on peut espérer, alors ils sont multiples, ça dépend vraiment de ce qu'on souhaite. Après, vivre avec une charge mentale qui est celle qui correspond à notre fonctionnement le plus agréable, c'est quand même une grande, ça fait quand même une grande différence dans notre vie. On peut avoir des emplois très différents, des conditions de travail, des relations, des périodes. Tout ça, ça peut être, peut nous paraître compliqué. Et réussir à affronter tout ça tous les matins avec un état d'esprit qui est plus positif, plus agréable, être vraiment avoir l'impression qu'en donnant le meilleur de soi, avoir la possibilité de donner le meilleur de soi sans, avec sans que sans que ça représente un effort, sans qu'on soit obligé d'être en train de contrôler et notre humeur, et notre impulsivité, notre irritabilité. Donc vraiment quelque chose de léger, d'agréable, dans lequel on se sent bien et on se sent capable vraiment d'aller faire face aux exigences de notre vie, une après l'autre, de manière avec beaucoup plus de conviction, de confiance et vraiment cet équilibre-là. Voilà, donc j'arrive à la fin de la partie présentation. Donc il y a encore toute la partie questions-réponses qui nous reste. Donc pour vous résumer d'un petit peu ce que je vous ai présenté et ce qui se passe dans le type de thérapie dans lequel on s'inscrit. Donc on est vraiment, la question de la charge mentale, elle peut être très bien vue comme un fonctionnement naturel. C'est pas toujours un problème. Quand ça devient un problème, qu'est-ce qu'on fait? Alors on va l'analyser de manière fonctionnelle. On va déterminer les objectifs pour nous. On va aller se motiver pour créer un changement. On va mettre en place des stratégies individuelles ou en thérapie, mais en tout cas des stratégies thérapeutiques bonnes pour nous. Découvrir toute une série de capacités qu'on a, mettre en place des nouvelles, ça aussi c'est possible. On a vraiment une grande capacité d'apprentissage et on a une grande capacité d'adaptation sur lesquelles on peut s'appuyer et puis arriver comme ça à des résultats qui sont cohérents avec une meilleure qualité de vie, qu'elle soit au travail, en famille ou dans d'autres domaines plus personnels. Je vous remercie pour votre attention et je suis là, donc je vais arrêter ma présentation, mais vous allez pouvoir me poser des questions, partager ce dont vous avez envie. Voilà, il nous reste encore un petit peu de temps pour ça. En tout cas, j'étais ravie de vous faire cette présentation et je vous remercie.